pourquoi tu m'arrêtes? Bon, ça s'est pas lancé. C'est pas très grave. Je sais pas vous, moi je suis un peu fatiguée, là je digère tout ça. Donc en fait j'ai décidé de pas vous faire ma présentation, mais plutôt comme on est en plus dans une super salle de projection, bah, de vous mettre une vidéo. Voilà, donc on va regarder un truc. Moi je pense que ça sera bien, comme ça on va se détendre, on va se relaxer. Pour ceux qui sont à distance, bah, je propose que vous vous mettiez dans votre canapé, tranquillement. Vous pouvez vous allonger, vous pouvez faire un peu de ménage s'il est dans cet état-là, vous mettez une petite couverture si vous avez un peu froid, et puis on y va. Donc, pour se mettre un peu dans l'ambiance de ceux qui sont chez eux dans leur canapé, euh, moi j'ai mis une télé là comme ça, et puis on va lancer notre application de streaming préférée. Ok. Vous savez ce que vous voulez regarder? Moi je me dis un truc comique. Ouais. Comme ça on ne plombe pas l'ambiance pour les talks d'après. En plus s'il y a du suspense, tout ça, ça va pas le faire parce qu'on n'aura pas le temps, parce qu'il faut quand même que je m'arrête à la fin de l'heure, enfin des 50 minutes. Donc on va prendre un truc comique. Peut-être rester un peu dans le thème de l'informatique. Ça peut être pas mal. The IT Crone, vous en pensez quoi? Alors, s'il y en a qui ne connaissent pas, c'est une série britannique comique sur un service informatique. Et ils ont un truc qu'ils n'arrêtent pas de dire, donc quand on les appelle en disant ouais, ça marche pas, etc. Est-ce que vous avez essayé de redémarrer votre ordinateur? Est-ce que votre câble, il est bien branché? Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Moi, ça me fait penser à chaque fois que j'ai quelqu'un qui m'appelle parce que son imprimante ne fonctionne pas ou son Wi-Fi. Comment on fait? J'ai mon imprimante qui ne fonctionne pas. Bah, je sais pas, elle est démarrée. Oui, il y a une lumière qui s'allume, tout ça. Voilà. Du coup, je me dis, ça peut être pas mal, ça peut détendre le truc. Ça vous va? Ok. Bon, ça commence à charger. N'oubliez pas de couper vos téléphones, comme ça on ne sera pas dérangé par le bruit. C'est bon? Bon, 75%. Moi j'ai ma tasse, si j'ai soif. Je ne sais pas si vous avez prévu, au cas où vous avez soif. Moi sur la mienne, il y a écrit la qualité et l'affaire de tous. Bon. 90. Je ne sais pas si vous avez marqué, là je meuble un peu. Je trouve ça un peu long, mais bon. 95. 99. Peut-être on peut essayer de le motiver un peu. On va faire 1, 2, 3, go, et ça va se lancer. La magie. 1, 2, 3. Les orgas, est-ce que vous pouvez essayer de redémarrer? De vérifier que les câbles sont bien branchés. C'est bon? Ok. Je crois qu'on a un petit souci. On a un gros incident en production. Moi, dans ces cas-là, je suis comme ça. Je ne suis pas très contente en tant qu'utilisatrice. Je ne sais pas vous, là, comment vous êtes. En plus, du coup, je vais devoir parler pour meubler. Ce n'était pas vraiment prévu. Pourtant, quand nous, on conçoit des logiciels, ce qu'on aimerait, c'est plutôt que les utilisateurs et les utilisatrices ils soient comme ça. Hein, on est d'accord? Je ne sais pas si vous l'avez reconnu, cette vidéo. Agile Tour Bordeaux pour l'ouverture de la billetterie, c'est celle qui a été diffusée sur les réseaux sociaux. Du coup, on revient à l'Agile Tour Bordeaux. Merci aux sponsors, grâce auxquels on a failli regarder une vidéo. Et puis, du coup, je vais vous faire une présentation un peu plus classique. Et on va parler de chaos ou de chaos. Alors, c'est quoi? Le but, c'est d'offrir la meilleure expérience possible aux utilisateurs et aux utilisatrices. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait exprès d'introduire des failles, des incidents dans le système. Ouais. Et pourquoi est-ce qu'on le fait? En fait, pour garantir une meilleure résilience et ainsi une meilleure qualité. On continue? Peut-être que ça vous semble un peu contre-intuitif, mais on va revenir un petit peu à l'histoire et à l'origine de tout ça, et on va parler DevOps. Alors DevOps, vous n'êtes sûrement pas passé à côté, parce que c'est appris dans le monde IT, vachement bien, on en parle. Il y a même plein d'entreprises qui jurent que parler de Rametrix. DF, LT, MTTR, CFR, ça vous parle?
Alors, j'en vois pas trop. Peut-être que pour eux, ça fait «Maintenant je connais mon alphabet, la prochaine fois, danse avec moi». Pour eux, on va repartir du début. DevOps, contraction de Dev et d'Ops, donc développeur d'un côté et opération de l'autre. On va remonter dans le temps. Quand j'ai commencé à travailler dans le monde privé, il y avait une équipe de développeurs et de développeuses qu'on appelait l'usine, qui était là pour usiner le code. C'était au fond à gauche dans les bâtiments. Et il y avait une autre équipe dans une salle fermée à l'autre bout du bâtiment. C'était les sysadmins, donc les ops. Et ces deux équipes, elles étaient bien silotées comme il faut. On n'avait pas les mêmes chefs, on n'avait pas les mêmes objectifs. Vraiment, ça communiquait pas. Et ben, le DevOps, c'est un processus qui fait que les gens travaillent ensemble et collaborent ensemble. Si on veut regarder un petit peu plus dans le détail de le DevOps, on va repartir dans l'histoire du DevOps parce qu'en plus, vous allez voir que c'est hyper lié avec la conférence qu'on a aujourd'hui. Vraiment, si on remonte dans l'historique du DevOps. Juste avant, un des buts du DevOps, c'est de le livrer plus fréquemment en production afin d'avoir moins d'erreurs et quand on en a, de les corriger le plus vite possible. Donc, partons maintenant sur l'histoire. Le mouvement DevOps, il a commencé vers 2007 en Belgique avec Patrick Debois. Donc cette personne, elle était consultante en Belgique et elle devait tester la migration d'un data center. Comme elle devait le tester, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a parlé avec les équipes de dev, elle a parlé avec les équipes Ops et elle a fait le même constat que celui que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que les deux, ils n'avaient pas les mêmes objectifs, ils ne parlaient pas ensemble et là, elle s'est dit, quand même, il faudrait faire quelque chose. Et cette personne, elle était très impliquée dans la communauté agile. Et du coup, elle a commencé à parler d'Agile System Administration. En 2008, elle est allée à une conférence à Toronto, l'Agile conférence de Toronto, et elle a rencontré Andrew Schaeffer, qui, lui, a voulu organiser une conf ad hoc, justement où il parlait de ça, des liens entre les ops et les devs. Et sa conf ad hoc, a priori, elle n'a pas attiré des masses de foule, parce qu'en fait, elle a attiré qu'une personne, Monsieur Patrick Debois. Ils ont quand même discuté, et de là, ils ont décidé de monter ensemble un groupe Google sur l'Agile System Administration. C'est pas vraiment là que le DevOps a pris, parce que le groupe Google, en fait, il y a eu des discussions, vous pouvez encore le retrouver en ligne si vous faites une recherche, mais c'est pas vraiment là qu'est né le DevOps. Pour ça, il faut encore avancer un petit peu dans le temps. En 2009, en juin, il y a eu une conférence, alors cette fois-ci aux États-Unis, à San Jose, et il y a deux personnes de chez Flickr qui ont présenté un talk sur plus de 10 déploiements par jour grâce à une collaboration entre les devs et les ops. Donc cette conférence, évidemment, M. Debois, il y est allé. Enfin, pas il y est allé, il l'a vu, mais justement, il était triste parce qu'il n'a pas pu y aller. Et il est allé sur un réseau social, un petit oiseau bleu, et il a dit oh, je suis triste de ne pas pouvoir la voir en direct et uniquement de pouvoir y assister en distance. Et là, quelqu'un lui a répondu bah, t'as qu'à monter ta conf en Belgique. On était en juin 2009, en octobre 2009, donc 4 mois après, les 30 et 31, il montait sa conf, les DevOps Days. 4 mois pour monter une conf. Je ne sais pas si ici il y a des organisateurs de conf, je ne sais pas comment il a fait, mais en tout cas il l'a fait sur 2 jours. Et pire que tout, en fait, sa conf, elle a super bien pris. Et les gens du côté dev, du côté ops, du côté manager, ils ont été super intéressés. Il y a eu plein de monde, et c'est là que le hashtag DevOps a commencé à arriver, et que la mayonnaise a pris. Alors le DevOps, c'est un mouvement qui est très grand comme l'agilité, il y a plein de choses dedans. Donc pour essayer de trouver une façon de vous l'expliquer, j'ai pris un framework qui est utilisé pour voir la maturité d'une équipe par rapport à une transformation DevOps. Donc c'est le framework CALMS. Pour ça, on va commencer par le C. Le C, c'est la culture. Et si vous avez vu la première keynote, je ne sais pas si vous avez entendu, mais à un moment, elle a dit si vous n'avez pas l'appui du CEO, ça ne sert à rien de faire une transformation. Bah, dans le cas du DevOps, c'est pareil, il faut l'appui de tout le monde. Les entreprises qui réussissent vraiment leur transformation DevOps, c'est des entreprises où la culture DevOps, elle est partout, à tous les niveaux, partout dans l'organisation. Le changement de culture et la collaboration, c'est vraiment au cœur du DevOps. On m'entend souvent parler d'automatisation, d'outils, etc. Ok, mais les outils, on les met en place que si ça sert à quelque chose, et surtout,
Le DevOps, c'est là pour résoudre les problèmes des humains, pas les problèmes des outils. Je ne sais pas si ça vous fait un lien avec l'agilité, quand on dit les individus, les interactions, plus que les processus et les outils. C'est pareil en DevOps, on est en phase. Hein. Donc ça, c'est pour le C. Le A, quand même automatisation. Hein. Ça fait quand même beaucoup partie de choses qu'on attribue au DevOps. Alors pourquoi est-ce qu'on automatise? On automatise pour aller plus vite, pour pouvoir livrer plus fréquemment, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, et aussi pour s'assurer que ce qu'on livre, ça fonctionne bien. Donc livrer plus de valeur, plus rapidement. Qu'est-ce qu'on automatise? Tout ce qu'on peut automatiser, surtout tout ce qui est répétitif, parce que l'humain, ce qui est répétitif, au bout d'un moment, il a tendance à plus forcément très bien le faire. Là, on va revenir sur mon passé de testeuse. J'ai été testeuse fonctionnelle. Les premières fois que je passais un cas de test, très bien, je faisais hyper attention à tout ce qui était écrit. La deuxième fois aussi. La 50e fois, je dois vous avouer que je le lisais plus trop le cas de test. En fait, je le connaissais par cœur, enfin, je pensais en tout cas. Et voilà, je passais les choses un peu plus rapidement. La machine, elle, ça, c'est pas un problème. Mais du coup, l'humain, comme il fait plus ses tâches répétitives, lui, il peut faire d'autres choses. Des choses dans lesquelles il a vraiment de la valeur ajoutée. En test, c'est par exemple faire des tests exploratoires. Maintenant, le L, à votre avis, le Lean, l'amélioration continue. C'est vraiment quelque chose de fondamental dans toutes les cultures DevOps. On met des boucles de feedback, on fait des rétrospectives, on cherche à améliorer tout et constamment, parce qu'on a toujours quelque chose à améliorer. Donc constamment, on cherche ce qu'on peut améliorer, et on cherche des points d'amélioration, et on le fait. On essaye, on tente, ça ne marche pas, on refait, on s'améliore, c'est pas grave. Le M pour mesure, et là on va revenir sur les Durametrics. Attention, ce n'est pas les seules métriques, mais on en reparlera après. DF, ça vous parle? Deployment frequency, donc c'est le nombre de fois où on déploie. LT, lead time, depuis le commit jusqu'à la production. MTTR, mean time to résolution ou restore selon les sources. Donc c'est le temps qu'on met pour corriger un problème. Et le CFR, change failure rate, c'est le pourcentage de choses qu'on met en production pour lesquelles on a besoin de faire un rework derrière. C'est 4 métriques dont on entend beaucoup parler, mais ce n'est vraiment pas les seuls. On mesure tout, on mesure la satisfaction client, on mesure la satisfaction des équipes, on mesure la disponibilité des environnements, tout ce qu'on peut mesurer, on le mesure. Et pourquoi est-ce qu'on mesure? Je vous ai parlé tout à l'heure d'amélioration continue. On mesure, comme ça, on sait là où on en est, on cherche à s'améliorer, on compare, on vérifie qu'on s'est amélioré. Un petit peu comme pour ceux qui connaissent en Six Sigma, où en fait, on mesure et à la fin, on contrôle que les changements qu'on a faits ont vraiment été positifs. Et il reste le S. Et là, le S, désolé, en français, ça passe pas bien parce que c'est partage, sharing en anglais, share. Alors, le partage, c'est quelque chose aussi qui compte énormément, mais vous êtes là, donc je pense que c'est déjà quelque chose que vous avez en vous. On partage au sein de son équipe, on partage au sein de son organisation, on partage avec les autres. C'est comme ça qu'on arrive à avoir un objectif commun, qu'on arrive à aller dans le même sens, qu'on arrive à s'améliorer. Enfin, voilà, le partage, c'est vraiment présent partout. Je vais rajouter quelque chose d'important pour moi, qui n'est pas dans ce framework-là, c'est la partie sécurité. On parle d'ailleurs de DevSecOps. Le DevSecOps, c'est quoi? C'est on considère que la sécurité, c'est partout et c'est la responsabilité de tous. Tout à l'heure, je vous ai dit la qualité et la responsabilité et l'affaire de tous. C'est pareil pour la sécurité en DevSecOps. Et surtout, on prend en compte la sécurité du tout début à la toute fin, partout. C'est aussi l'humain, c'est lors de la conception, on fait attention à ce qu'on conçoit, on fait attention lorsqu'on teste, on fait attention quand c'est en production. Voilà, pour moi, ça fait aussi partie du DevOps en tant que tel. Quand on dit sécurité, et là je vais revenir sur mon passé de testeuse fonctionnelle, on disait qu'il y avait les critères fonctionnels et les critères non fonctionnels. La sécurité fait partie des exigences non fonctionnelles. Mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi les aspects de performance. Tout à l'heure, quand je vous ai dit « Ah, c'est lent, je suis obligé de meubler, etc. » Oui, pour un utilisateur, le fait que ça mette X minutes
à charger, c'est potentiellement une exigence. Il y a aussi autre chose, c'est la reprise par rapport à des pannes et la tolérance aux pannes. Et c'est là qu'on va commencer à parler du chaos. Le chaos, on attribue en fait les débuts à Netflix, mais il y avait déjà des choses qui s'en rapprochaient bien avant Netflix. Je ne sais pas si vous avez connu les disaster recovery. Fut un temps, bon, on en fait encore, ceci dit. On se disait, ben voilà, si mon serveur il brûle, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il ne faudrait pas répliquer et avoir une autre instance dans un autre bâtiment? Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir les disques durs qui sont ici, etc., etc. Donc c'est vrai que c'était déjà des choses qu'on arrivait à imaginer et à se dire, bah, qu'est-ce qui se passe si jamais j'ai un incendie? Qu'est-ce qui se passe si jamais j'ai une inondation? Qu'est-ce qui se passe si l'électricité est coupée? Puis après, ben, on arrivait dans des choses dans le cloud, et c'est là que ça commence à devenir encore plus compliqué, parce que là où avant on maîtrisait ce qu'on faisait, maintenant en plus c'est potentiellement des services tiers qui les gèrent, et là on commence à compliquer et les possibilités et les tests. Et c'est là que Netflix, en 2010, a eu l'idée de changer complètement de paradigme. Eux, ils se sont dit non, on ne va pas imaginer ce qui se passe. Non, on va le faire. En production, là où il y a les vrais utilisateurs, nous, on va vraiment introduire des pannes délibérément dans notre système en production. Peut-être c'est le cas qu'on a eu tout à l'heure, mais je ne sais pas si on était sur Netflix ou pas, quand je vous ai dit qu'on faisait du streaming. Et c'est là qu'ils ont commencé, enfin qu'ils ont développé le premier outil, le Chaos Monkey, donc singe pour ceux qui ne parlent pas couramment anglais. Et le Chaos Monkey, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit des instances au hasard dans l'environnement de production et puis il les éteint. Un peu comme un singe qui arracherait les câbles en fait. Voilà, il prend une instance et il le coupe. C'est bien, et ils ont voulu aller encore plus loin après. Alors, ils sont passés du Chaos Monkey au Gorilla Monkey. Là, ils ont coupé des zones carrément chez Amazon. Puis comme c'était pas assez, ils sont passés sur Kong, King Kong, quoi. Là, carrément, ils ont coupé des départements entiers. Puis après, ils ont développé encore plein d'autres choses. Alors, des choses sur la sécurité, sur la localisation, sur la traduction, etc., etc. Et c'est de là que maintenant est née une nouvelle discipline qui est le Chaos Engineering. C'est la discipline qui expérimente sur un système distribué afin de renforcer la confiance sur le système à rester résilient, donc à être tolérant par rapport aux pannes. Là, vous vous dites peut-être que je suis une spécialiste du Chaos Engineering. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Je ne me suis pas présentée. Moi, je suis Anne-Laure Gaillard. Je suis staff QA, donc je suis passée des tests à la QA. Bon, voilà. Je suis chez ManoMano depuis 2 ans. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui? Parce qu'on a parlé tout à l'heure de la culture et du partage. C'est quelque chose qui se fait dans mon entreprise. Et les spécialistes du chaos vont prêcher la bonne parole, vont parler avec les autres personnes pour nous expliquer ce que c'est, nous montrer ce que c'est. Et surtout, ils organisent des game days. Et c'est là que j'ai pu pratiquer le chaos sans être du tout une experte de tout ce qui est côté infra. Le game day d'abord, est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez ou pas? Non. C'est quelque chose qui vient d'Amazon, ce serait dans les années 2003, où en fait ils ont voulu s'assurer la fiabilité de leur site web, et pour ça ils ont créé des game days, donc des jours où justement ils allaient introduire des problèmes dans leurs environnements. Et puis, les gens, ils allaient se faire peur et ils allaient vraiment essayer de réagir en conséquence par rapport à ces choses qui se passaient en production. On est bientôt à Halloween. Ça vous dit qu'on se fasse peur? Attendez. Hop. Je me prépare. Ouais. Hop. C'est bon, je vous fais peur. Ouais, j'ai participé à ces sessions de Game Day, donc du coup, on va avoir peur ensemble. Première session de Game Day. Je venais d'arriver chez ManoMano depuis 3 semaines.
Inutile de vous dire que j'étais une experte sur la société. Je connaissais absolument tout, au bout de 3 semaines, bien sûr. Non, en fait, j'étais en phase d'onboarding. J'avais rien vu de ce qui se faisait. Et là, comme c'est quelque chose qui est culturel dans l'entreprise, on nous envoie des messages. Qui veut participer à une session de Game Day? C'est ouvert à tout le monde dans l'entreprise. Venez nous rejoindre, venez avec nous, soyez un vilain ou un héros. J'avais vaguement entendu parler de chaos, vaguement, parce que voilà, je fais des conférences, donc j'avais entendu le mot. Je me suis dit, bah ouais, carrément, il faut que j'essaye. Je m'inscris. Arrive donc le matin, je vais sur le site de Bordeaux. On nous dit, ceux qui font le chaos, vous avez le petit déjeuner ici. Je dis, oh, cool, en plus on a le petit déj et tout. Voilà, je prends mon petit déj. On va dans une salle, on se retrouve donc à 4 dans une salle. Inutile de vous dire que sur les 4, j'en connaissais un. Normal, je venais d'arriver il y a 3 semaines. Là, on nous fait une petite présentation théorique, parce qu'en fait, à chaque Game Day, on associe une présentation théorique, donc soit d'un intervenant extérieur, soit un témoignage d'une personne de la société. Bon, voilà, on a une partie présentation. Puis après, le jeu commence. Donc là, on nous dit, bah, voilà, voilà les vilains, voilà les héros. Moi, j'étais héros. C'est parti. Vous voyez le blanc là, mon discours? C'est ce qui s'est passé dans ma tête. Je fais quoi? Ok. Ah ouais, j'avais 3 semaines dans l'entreprise et on me dit il y a des problèmes. Ok. Heureusement, je n'étais pas toute seule. Donc les personnes qui étaient avec moi m'ont dit bon bah peut-être il faut qu'on regarde les moniteurs pour voir s'il y a des choses bizarres qu'on voit passer. Peut-être il faut qu'on se connecte sur le site web pour voir s'il y a des choses, des comportements anormaux. On peut aussi surveiller nos outils internes. Jira, il y a peut-être le service client qui va déclarer des choses. On peut aussi vérifier sur Slack s'il y a des collègues qui se plaignent de certaines choses. Ok. Et là, ça y est, je pouvais partir dans quelque chose. La journée a passé. Alors, il y a eu des hauts et des bas, parce qu'il y a des moments, je ne savais clairement pas quoi faire. Et à d'autres moments, c'était « Ah ouais, ça c'est génial, on peut aller voir et tout ». Bilan de cette journée. Quand on vient d'arriver et qu'on ne connaît pas la société, c'est parfois très difficile de se mettre dans une partie de Game Day telle qu'elle était organisée dans ma société. Après, sincèrement, je ne les blâme pas, parce que c'est compliqué aussi de savoir quel est le niveau de chacun des intervenants. Par contre, j'ai appris, mais énormément. J'ai appris comment est-ce qu'on reportait les incidents critiques dans nos logiciels. Comment est-ce qu'on suivait ces incidents critiques? Comment est-ce qu'on rédigeait les post-mortem? Post-mortem, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, c'est l'analyse des routes causes des incidents qu'on a, afin de s'améliorer, amélioration continue, pour éviter que cet incident se reproduise. J'ai appris aussi à discuter avec des collègues avec lesquels je n'aurais pas forcément discuté, d'autres services, parce que du coup, ça a été transverse sur toute la compagnie. Et surtout, il y a un truc qui, moi, m'a beaucoup aidé, c'est qu'en fait, j'ai appris à ne pas avoir peur. Pas avoir peur de créer ces choses-là, pas avoir peur de demander à des gens, pas avoir peur d'aller regarder les outils. Parce que je l'avais déjà fait une fois, parce que je savais que je pouvais le faire. Et en plus, tout ça, on parlait hier de la documentation. La documentation, elle existe, c'est vrai. Mais il faut savoir où elle est, il faut prendre le temps de la lire. Là, en fait, je l'avais vécu comme ça. Allez, vas-y, fais-le. Donc pour moi, ça a été super positif. Un peu dans la douleur, mais super positif. Plus tard, deuxième session de Game Day auquel j'ai participé, parce que malheureusement, on n'est pas toujours disponible les jours où les sessions sont organisées. Focus sécurité cette fois-ci. Alors, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais comment est-ce que dans ces Game Day sont décidés les sujets? En fait, on cherche des vulnérabilités potentielles qu'on a, et on va justement simuler ou appuyer sur ces vulnérabilités dans le but après de pouvoir les corriger. Bref. Focus sécurité. Je ne suis pas une experte sécurité, de même que je ne suis pas une experte chaos. Bon, j'ai quelques bases, mais voilà. Là, cette fois-ci, comme ils avaient pris en compte les remarques sur le fait que c'était compliqué pour certains profils de se mettre dedans, ils avaient fait des équipes plus hétérogènes, avec des personnes issues plutôt des milieux SRE, plutôt des équipes de développement, des équipes de qualité, des équipes autres. Voilà, il y avait un mélange de personnes.
Et on a refait la même chose. On avait un problème de sécurité quelque part, il fallait l'identifier, il fallait le mitiger, il fallait le corriger et il fallait émettre des suggestions pour que ce problème ne se reproduise plus. Quelque chose que je n'ai pas précisé et je n'ai pas entendu les gens hurler quand on a dit ça. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était en production. Ce n'est pas toujours en production que l'on fait les game day chez Mano Mano. Notamment sur certaines choses très sensibles. Là, je vous parle des choses de sécurité. Voilà, il y a des choses qui sont faites en production et d'autres qui sont faites sur les environnements de test. Ça, c'est un choix en fonction des risques. Voilà. Donc parfois, oui, c'est en production, d'autres fois, non. Là, sur la sécurité, en fait, il y avait les deux, selon les problèmes qu'on a eus. Donc, sécurité. Le premier, presque les doigts dans le nez. Alors, mon équipe et moi, on l'a corrigé, tout allait bien. Deuxième, c'était un peu plus compliqué. Là, on a commencé à aller chercher de l'aide. Le troisième, clairement, on s'en est pas sorti. Mais en fait, c'est pas grave. On est là pour apprendre. On est là pour expérimenter. Il y a quelqu'un dans le public, d'ailleurs, son équipe s'est dissoute en plein milieu parce que ils s'en sortaient plus, ils savaient pas faire. Mais ils sont allés voir les autres. Ça crée aussi des liens. Le but, c'est de s'entraider. Si vraiment on a ce type de problème-là en production par vraiment un hacker malveillant, en fait, c'est tout le monde qui se met dessus. Voilà. Le jeu, il est là pour rajouter un peu de piment, pour créer une émotion aussi, pour qu'on puisse créer un lien affectif. Mais ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est d'apprendre, de partager, de créer la culture. Pour les personnes qui sont curieuses de savoir comment ça s'est passé pour les autres, parce que là, je vous parle de mon vécu, il y a eu un retour qui a été demandé à certains participants. Malheureusement, certains n'étaient plus là. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire, je ne sais pas si moi non plus j'y arrive. Donc, tout à gauche, en bas, c'est très difficile, j'ai à peine survécu. Là où il y a beaucoup de personnes qui ont répondu, c'est difficile, mais j'ai appris beaucoup. Ensuite, les autres, c'est ceux qui, eux, ont trouvé ça facile, etc. La majorité des participants ont quand même dit qu'ils avaient appris beaucoup. Et en soi, pour moi, c'est une réussite. Si on apprend, c'est qu'on a réussi le pari, quoi. À droite, vous avez aussi un article Medium sur les personnes qui l'ont mis en place. Donc là, du coup, c'est l'autre côté. C'est ceux qui sont vraiment spécialistes de la sécurité ou du chaos. Donc si ça vous intéresse d'avoir l'autre côté, n'hésitez pas à aller voir cette ressource. Maintenant, j'ai pris du recul par rapport à ces sessions et je me suis demandé si ça faisait sens par rapport à d'autres choses que j'avais vécu dans le passé. Et je me suis rappelé la première fois que j'avais travaillé sur un logiciel, j'étais allée sur un environnement de test et j'étais sur la mire de connexion et j'ai vu un message rouge mais ignoble, incompréhensible. Je demande à mon collègue, je fais mais c'est quoi ce truc là? Ah mais ça c'est parce que la base de données elle n'est pas démarrée. Mais t'inquiète pas, il suffit de la démarrer et le message rouge il disparaît. Ok. J'étais jeune à l'époque, j'ai pas creusé plus loin. Puis en fait, tous les nouveaux collègues qui étaient onboardés sur ce projet, tout le monde posait la question à un moment ou à un autre dès que la base de données n'était pas démarrée. Et en fait, personne n'a réalisé en disant mais c'est pas possible, quand la base de données n'est pas démarrée, il faut un message clair pour l'utilisateur et l'utilisatrice. Il faut dire contactez votre administrateur système ou je ne sais quoi. On ne peut pas laisser un message comme ça incompréhensible pour les utilisateurs. On ne pense pas utilisateur et c'est pas bon. Peut-être que maintenant, enfin c'est pas peut-être, c'est maintenant avec du recul, et si on avait tous été onboardés sur des aspects comme ça, est-ce qu'on n'aurait pas eu ce déclic qui nous aurait fait dire ça? Autre histoire, là ce coup-ci sur Kafka a démarré chez un client. Donc on livrait le logiciel, mais on n'était pas maître de la production sur cette mission-là. Et un des clients nous appelle, oui, on ne comprend pas, nos utilisateurs, ils saisissent des données, mais c'est comme s'il ne se passait rien après dans le logiciel. On a mis un certain temps avant de se rendre compte qu'en fait, ils n'avaient pas démarré Kafka. Et sauf que l'utilisateur ne le savait pas, il n'y avait aucun message qui était remonté. Hein. Tout était super transparent, mais en fait, sauf que Kafka ne transférait pas les messages, et du coup, après, forcément, il y avait des bouts du logiciel qui n'étaient pas à jour. Qu'est-ce qu'on a fait? Là, j'étais moins jeune. On a rajouté un message en disant « Vous avez un problème, veuillez contacter votre administrateur. »
c'était mieux. Cependant, cette chose-là, on ne l'avait pas anticipée. Quand on a conçu le logiciel, on n'avait pas pensé que potentiellement, à un moment, il y aurait ce problème-là. Et là, récemment, je suis allée à la Paris TestConf, et il y a une oratrice qui nous présentait les stratégies de test, et dans sa présentation, elle nous a dit, en fait, il faut intégrer tout le monde, toutes les parties prenantes, pour pouvoir écrire sa stratégie de test, notamment, et à un moment, elle cite, je ne sais plus si c'était SRE ou Ops, je ne sais plus ce qu'elle a mis dans son texte. Il y a quelqu'un qui a posé une question à la fin et qui a dit, mais comment ça, vous pouvez les intégrer, mais qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter dans la stratégie de test? Et ben là, ce que je vous ai dit, eux, ils vont avoir cette... qu'est-ce qui se passe si Kafka il n'est pas démarré? Qu'est-ce qui se passe si mon instance elle est coupée? Qu'est-ce qui se passe si? Et ainsi, en ayant cette discussion en amont avec tout le monde, et si on a tous aussi cette idée qui est là dans notre tête, on aura ainsi des logiciels plus résilients, donc qui tolèrent mieux les pannes, et donc qui seront de meilleure qualité. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, si vous êtes SRE ou sur toute la partie Ops, je pense que vous en savez plus que moi là-dessus, donc je ne vous apprendrai pas forcément quelque chose. Si vous êtes maintenant sur des profils de développement, de produits, de qualité ou autres, avec cette présentation, vous avez peut-être maintenant des idées de choses que vous pouvez mettre en place chez vous. C'est qu'est-ce qui se passe si on a des problèmes serveurs, qu'est-ce qui se passe si la base de données Kafka ou autre n'est pas disponible. N'hésitez pas aussi à aller parler avec les équipes Ops si jamais vous êtes encore siloté, pour savoir un petit peu leur retour par rapport à ça. Maintenant, pour les personnes qui sont plus du côté agile, je vous ai parlé des game days et de l'aspect gamification et jeu. Là-dessus, vous avez vraiment de l'expertise. Pourquoi pas la proposer à vos équipes pour mettre en place ce genre de choses chez vous? Pour vous dire, bah voilà, moi je vais m'occuper de la partie facilitation, toi qu'est-ce que tu peux me proposer? Au moins ouvrez la discussion. Qu'est-ce qu'on a à y gagner? Alors déjà, on va créer des synergies entre les équipes, on va créer du lien. On a parlé tout à l'heure de sharing, de partage. Ces choses-là, c'est des choses qui vous permettent justement de créer des liens. Moi, par les Game Day, justement, j'ai créé des relations avec des gens avec qui j'aurais potentiellement jamais travaillé. On est quasiment 1000 dans ma société. Utile de vous dire que je ne connais pas les 999 autres. Après, d'un point de vue personnel, moi, j'ai beaucoup appris sur le sujet. Comme je vous disais tout à l'heure, le réseau, c'est pas mon domaine de prédilection, et pourtant j'ai été capable de vous faire une présentation aujourd'hui dessus. Donc, un titre personnel, ça peut aussi vous apporter beaucoup. Enfin, pour l'entreprise, parce que du coup, vous aurez des logiciels qui seront plus résilients. Et puis surtout, le gagnant, c'est qui? Les utilisateurs et les utilisatrices, donc indirectement, nous tous, parce qu'on aurait pu regarder la vidéo tout à l'heure. Je vous remercie, n'hésitez pas à laisser un feedback, et puis si vous avez des questions.